Tov, Boker Tov. Beshem Hashem. Tamid Be'ezrat Hashem. Tout ce que l'on fera, soit toujours les Shem Shamaim. Vous savez, je vous dis franchement une chose, quand on fait les choses des Shem Shamaim, uniquement en l'honneur du roi des rois, hein, alors on n'a pas besoin de se prendre la tête avec tout ce qui nous arrive, puisqu'on n'attend rien de personne. C'est juste en l'honneur d'Hachem. Et allez, va et qu'on soit comme ça sur tous nos chemins en ce jeudi, déjà jeudi 23 novembre, et Youd, du mois de Kislev. Bah oui, mais vous le dites pas, c'est pas possible. Youd du mois de Kislev. Alors ce matin, nous avons premier shiur, Bezrat Hashem, acheté pour un Yom Uledet Sameach, l'anniversaire de David Assouline Ben Yaakov pour ses 71 ans. À qui Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, on souhaite, on verra beaucoup de santé, de bonheur, de réussite jusqu'à 120 ans, que Akadosh Baruch Hu lui ouvre les yeux de voir un monde de vérité, parce que celui qui voit dans ce monde aujourd'hui, on peut dire que Béhémet, il n'est pas beau à voir, un monde médiatique où il n'y a que des mensonges, que des fabrications, Hashem Ishmor Verachem, comme l'a dit Rav Yosef dans la Gemara de Sanhedrin, où il y a une mahloquette avec les Tanaïm, est-ce qu'il est bon ou pas, il sera bon ou pas de vivre les moments de la fin des temps de la Géoula. Ils disent non. Il y a deux Amorais qui disent oui, dont un qui s'appelle Rav Yosef, et lui, il voyait pas, il était non-voyant. Il dit, moi, je veux vivre à cette époque. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que comme ça, je verrai pas les défauts de cette génération, mais je ne verrai que les belles choses de cette génération. Et que cette étude apporte à David Assouline Ben Yaakov, Bezrat Hashem, de nombreuses années dans la clairvoyance, dans la joie et les mitzvot, Bezrat Hashem, de ce monde. Avec sa permission, on pensera à l'élévation aussi de l'âme aujourd'hui, puisque c'est ça, Askara de Maden Bat Diamanti, Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion, en même temps une amie, grande sadika qui nous a quitté, Mazel Tov Vim Batalis, Mishpachat Ben Shabbat, Bechen Alza Aderer, une grande réfouachema pour toute notre liste. Je suis désolé de ne pas donner les noms, mais il est déjà tard, donc on commence tout de suite. Bezrat Hashem en rajoutant, avec votre permission, la protection chez le Kol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar. Comme ça s'est passé maintenant à Paris, où des gens sont familles juives, Baruch Hashem, juives, Toda Lael, quelle sroute, descendent de l'aéroport, prennent un taxi, et le taxi leur dit non, vous êtes juif, je ne vous prends pas, vous avez de la chance qu'il y ait du monde, sinon je vous aurais égorgé. Ouais. Qui aurait pensé qu'en 2023, après la terrible guerre, Deuxième guerre mondiale antisémite, une guerre mondiale pour les juifs, on entend de telles paroles sans aucune impunité en France. Elle est belle la France. Mamash. Bravo. Oufren, on commence notre shiur avec justement la gloire qui a fait notre histoire, notre sainte Torah. Torah Emet, une Torah de vérité, une Torah de justice, une Torah qui vient du ciel et non pas inventée par les hommes. Oufren, la paracha de la semaine nous dit Vayetze Yaakov Meber Shava. Rachid tout de suite intervient ainsi que beaucoup d'autres commentateurs. Mazé Vayetze Vaoler. Vous savez qu'en hébreu, comment on peut savoir ce que fait la personne? Selon comment il va définir les choses, s'il n'est pas Olech Hadash, par exemple, quelqu'un qui quitte chez toi, était Tov Ani Oler. On ne dit pas Ani Oler, Ani Nosea. Si tu prends la voiture, tu ne dis pas Ani Oler. Oler, c'est que pour ceux qui marchent. D'accord? Et si tu prends la voiture, Ani Nosea. Et si tu décolles, Ani Mamri. Et si tu atterris, Ani Nochet. Pour ça qu'en hébreu, quand tu parles bien l'hébreu et que tu connais bien les conjugaisons, les grammaires, tu sauras selon ce qu'il dit, comment il voyage. Je n'ai même pas besoin de poser la question. C'est là. La reine Katouv, Vayetse. Et là, on nous dit quelque chose de très klali, un petit peu bizarre. Vayetse, il sort. Bah oui, on sait très bien qu'il sort, puisqu'il suffit de dire de Beersheba à Haran. Bah oui, pour y aller, il est obligé de sortir. Alors, Mazeba lelam denu. Le Zohar HaKadosh, lui, dans ses mondes ésotériques, vient nous faire comprendre qu'il s'agit de la vie de l'homme quand il quitte ce monde. Ça veut dire quoi quand il quitte ce monde? Le monde d'en haut. Vayetse Yaakov, Yaakov, c'est les âmes juives. Mais Beersheba des 7 sources supérieures qu'on appelle Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Nachon, Vayelech Harana. Il va arriver où pour aller à Haran? Le monde de la colère, le monde de l'arnaque, le monde du mensonge. C'est le monde dans lequel on vit. Haran, le Zohar HaKadosh nous dit Makom Shel Kaas, un endroit de colère. Donc le Zohar HaKadosh nous fait comprendre ici que Béhémet, la vie est dure,
que tout comme Yaakov s'est retrouvé nu dans l'eau, ainsi l'enfant est nu dans l'embryon, en tant qu'embryon dans le ventre de sa mère. Et il sort, et il doit donc avoir des habits, et ensuite il doit trouver une épouse, et ensuite il doit se l'itparnès. Mais qu'il fasse attention que sur son chemin, le Yetzerara, et j'ai nommé Lavan, ne soit pas son ami, éloigne-toi de lui, comme lui dira par la suite ses deux épouses. Ça, c'est ce qu'on appelle le chemin du Zohar. Par contre, au niveau du Moussa, vous savez que notre Torah n'est pas un livre d'histoire, parce que moi, personnellement, de savoir que j'ai un arrière-grand-père qui est sorti de Beersheba pour la Haran, j'en ai fichtrement rien à faire. Ça ne m'apporte rien du tout, ni dans ma Avodat Hashem, ni dans quoi que ce soit. Mais la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah, elle te dit, Baba, fais attention, quand tu lis des mots, les virgules, les points, la façon dont c'est dit, derrière tout ce qui est marqué a toujours des enseignements profonds, et ce jusqu'à l'infini. Il y a plus de 600 000 explications par mot dans la Torah. Comme ça, une fois, j'ai entendu du Rav Moutsafi, qui a dit « Yesh shishim ribo esberim lekol mila batorah ». Shishim ribo, 600 000 explications que nous, on connaît. Je ne parle pas de Mathusalem qui en connaissait 6 millions, lui. C'est bien. אז בואו נראה קצת ביחד מה שאומר לנו רבי יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, dans son livre Kol Yehuda. Il dit Vayetze Yaakov, au nom de Rashi, quand un tzaddik quitte un endroit, il laisse un rochem. Mazé rochem? Une empreinte. Une marque. On peut le traduire comme ça. Et on voit qu'il est parti. Vayetze Yaakov me Be'er-Sheva. Dès qu'il est sorti de là-bas, tout de suite, nos chachamim nous disent, les gens, les commerçants, les gens qui étaient plutôt malades, les gens qui étaient plutôt mal, ben, d'un coup, les disputes ont recommencé dans les maisons, le travail a chuté, les gens mouraient plus vite, ils se sont rendus compte qu'il y avait un magen, une espèce de protection qui venait de les quitter. Et donc, ils se sont renseignés en disant, mais qui est parti de la ville pour que l'on ressente une perte réelle atmosphérique de réussite et de mazal autour de nous. Et ils ont dit, ah ben c'est simple, je crois que le fils de Yaakov a quitté la ville. Et là, tout le monde, c'est le fils de Yitzhak, pardon, merci de me reprendre, a quitté la ville. Yaakov a quitté la ville. Et là, il y a une grande question qui s'est posée à Beersheba. Ils ont dit, celui que personne n'a jamais vu. Pourquoi personne n'avait jamais vu Yaakov? Parce qu'il était tout le temps à l'intérieur de sa tente. Il ne sortait jamais. Ishtam Yoshev, lo oler. Il était toujours assis dans la tente. On le voyait nulle part dans les rues. Il ne sortait pas dans la rue. La reine, Yoshev ou Alim. Ah oui, un fils caché, un fils que personne ne connaissait, celui qui faisait rien de sa vie, là, qui étudiait tout le temps des livres. Un parasite. Vous connaissez cette phrase qu'on entend depuis le Kamamdina, de ceux qui étudient la Torah, on appelle ça un parasite. Celui qui est dans les shivot, qui est un kollel, ceux qui n'aident pas le pays, ceux qui ne donnent pas au pays, ceux qui ne soutiennent pas le pays. Vous savez, ceux qui... On se demande pourquoi ils sont là, ceux-là. Alors tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? La lumière, Adara, Ziva. Rashi nous fait une liste de 3 définitions qui ont chacune une très grande importance. Lama, l'amdenu, que quand un tzaddik est parti, eh bien, toute la ville s'est rendue compte que la protection les avait quittés, comme à l'époque du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, bon, sans lui enlever son mérite, c'était pas la même époque. Mais à Bagdad, tant qu'il était vivant, aucun couple ne divorçait. Aucun couple. Comme ça, il y a marqué, le Ben Ishraï dit, à moi, dans mon époque, à moi, tant que j'étais là, personne n'osait divorcer. C'est là. Il n'y avait pas encore peut-être Internet sans lui enlever du mérite. Ou Frein sans lui enlever du mérite. On parle du Ben Ishraï, à Teret Roshi. Aval, une fois mon Rav m'a dit que si les tzadikim, ils avaient vécu cette qu'on vit aujourd'hui, peut-être qu'ils n'auraient pas eu le niveau qu'ils avaient avant. C'est pas la même chose. Ça, c'est mon Rav qui l'avait dit, donc je peux me permettre de le dire. Lui, il savait ce qu'il dit. Moi, j'ai pas le droit de parler. Aval, Yaakov, il y a une grande question qui se pose. Babouche, t'es fou, quoi? T'as oublié que Yitzhak, le grand tzaddik, était présent, lui. Il est pas parti de Beersheba, lui, il était toujours là-bas. Donc si tu me dis maintenant que Vayetze Yaakov, arrête-toi 2 secondes. Alors quoi, le mérite de Yitzhak, il fait pas du Rochem? Ou Frein? Si tu dis ça, il faut dire ça pour tous les tzaddikim. Arrête, Avraham Avinu alav shalom, lui aussi a vécu à Beersheba Shenemar, Vaïta Eshel, Be'er Shava.
il a planté sa tente à Beersheba. Et pourtant, où est-ce qu'il a vécu après? À Hebron, bien loin de là-bas. Pourquoi n'est-il pas mentionné dans la Torah que quand est sorti Avraham Avinu de Beersheba, non pas pour aller à Haran, mais à Hebron, eh bien, il n'y a pas eu de Rochem, c'est-à-dire d'expression, de manque, une trace, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et Rabbi Yehuda Tzadka relève cette question très importante. Et il dit, c'est facile à comprendre. Il y a une différence entre être un homme de Torah et un homme du public. Quand tu as une personne dont les portes se trouvent dans les 4 directions, qui est toujours ouvert 24 sur 24, qui donne à manger, qui s'occupe des Shlom Bayit, qui s'occupe des conversions, qui s'occupe de voir que personne ne manque de rien, qui apprend le monothéisme, qui est là pour donner des habits à ceux qui n'en ont pas. Mais c'est évident que s'il part, il va manquer, mais non pas en tant que tzaddik, mais en tant qu'homme de bien, homme du public. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit que malgré le niveau extrêmement élevé en Torah de Avraham et de Yitzhak, qui furent les maîtres de Yaakov Avinu, c'était des hommes du public. Ça veut dire que c'était des hommes, comme on pourrait le voir aujourd'hui, qui le matin allaient faire le kollel et l'après-midi allaient travailler, payer les impôts et donner à la Médina, au pays, eh bien, tous les besoins que le pays exige. Donc eux, s'ils partent, eh ben, quand tu perds un très 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 grand Mendes, comme je me rappelle aux États-Unis, ils ont demandé au directeur de la Banque d'Israël, un des plus grands d'ailleurs économistes mondiaux, un professeur en économie, qui avait remonté, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a 10 ans de cela, l'économie d'Israël à un très haut degré. Il a été débauché par les Américains pour diriger la banque américaine et relever le niveau. Et c'est ce qui s'est passé. Il est parti, il donnait toujours des conseils. Ses conférences sur le domaine économique, il était payé juste entre 200 et 250 000 $ l'heure, la conférence. Un génie de l'économie, qui avait, Baruch Hashem, comme il le disait lui-même, grâce à Dieu. Ça va? Un génie de l'économie. Et donc, quand quelqu'un comme ça, il quitte Israël, on se pose des questions. Pourquoi? Parce qu'il est au service du public. Et là vient la Torah nous apprendre, Yetze Yaakov, et là tout le monde s'est posé la question en disant, mais un chidouche, tu veux dire quoi? Qu'un mec qu'on n'a jamais vu, qui est assis dans un kollel, dans une yeshiva, il part, et quoi, il change la vie de tout le monde? Comme Baba Saleh? Comme le Rabbi Lubavitch? Il travaillait pas, hein? Enfin, il travaillait pas. Il recevait du monde, mais il étudiait toute la journée. Le Rav Kanievski, il recevait du monde, mais il étudiait toute la journée. Ces gens qui étudient et qu'on ne voit pas, où on a l'impression qu'ils ne servent pas le peuple, eh bien on s'est rendu compte que im en Torah en kemach. S'il n'y a pas ces gens-là qui sont assis en train d'étudier la Torah, hein, il n'y a pas de travail dans la vie. Ils apportent la bénédiction. Ils apportent la beracha. Vous ne savez pas combien c'est important de lire les biographies de nos chachamim, mais dans chaque biographie que j'ai pu étudier, que ce soit celle du Gaon de Vilna, du Maral de Prague, du Harizal, de Michel, Rabbi Chaim Vital, tous, sans exception. Chaque fois qu'un tzaddik arrive dans la ville, toute la ville est heureuse. Et qu'est-ce qu'il dit? Une lumière vient de s'installer parmi nous. Cette lumière-là, elle a été si grande que je me souviens que quand Tel Aviv était bombardée, il y a 3-4 ans de cela, j'étais à Bnei Brak. Et il y a plus que ça, il y a 5 ans, j'étais à Bnei Brak pour inscrire un enfant à la yeshiva. Et à un moment, il y a eu les sirènes. Les sirènes qui font plus peur que les missiles en Israël. Ils ont mis une musique, même Ishkok qui peut les se rhabiller à côté, quoi. Une musique que les enfants, ils sont terrorisés par cette musique. On dirait des vampires qui arrivent à toute vitesse. Les bombes, c'est dangereux, il faut se protéger. Moi, j'ai lancé une idée à Bibi Netanyahu. Je lui ai dit, regarde, va au Euro Disney et écoute la musique. Tu mets ça pour les enfants. On va dans les bunkers avec la joie. Bezrat Hashem. On va faire cette petite blague et parenthèse. Ou freine. J'étais avec la secrétaire, on entend dans le bureau, donc il y avait plusieurs femmes dans le bureau, il y avait des rabbanim, et ils se retournent et ils vont tranquillement au bunker parce que la halakha le demande. Et là, à ce moment-là, la secrétaire, je lui dis, vous êtes cool, Bnei Brak, hein? Elle me dit, tant qu'il y a le Rav Kanievski, on n'a pas besoin de courir. Il nous a promis que jamais une bombe tombera dans la ville tant qu'il est vivant. Le Rav Kanievski était vivant à la Vache Shalom. Pourtant, le Rav Kanievski, il ne payait pas ses impôts, il ne travaillait pas dans l'électricité, il ne faisait pas des trottoirs, il ne faisait pas l'armée. Ouais. Une ville où il n'y a que des gens qui étudient la Torah, qui est considérée comme étant la 3e ville la plus économique du pays. C'est celle qui travaille le mieux 24 sur 24.
Ils sont pratiquement tous propriétaires de leur appartement. Ils ont 15, 20, jusqu'à 24, 26 enfants. Ils font des bar mitzvot de malades. Et quand ils ont des mariages, ils ne sont pas comme nous, 300, 300, 400, 500. Ils sont 1500, 1800 personnes. Bon, la bouffe, c'est pas la même, faut reconnaître. Au niveau de la bouffe, c'est... Si des fois il te manque du ciment, tu peux prendre du houmous de chez eux, c'est un peu... C'est pas de grande qualité. C'est 70 shekels à mana. Mais comme ils te disent, la différence entre nous et eux, c'est que les gens ne viennent pas pour manger au mariage et critiquer. Tu as vu comment l'habiller, c'est dégueulasse, c'est bon, c'est pas... Eux, ils viennent donner de la joie. Donc tu leur donnes du luxe ou tu leur donnes du moins luxueux, ils ne viennent pas pour ça. C'est une autre mentalité. Moi, j'ai participé à des mariages à Bnei Brak, 1200 personnes. Je souhaite à tous les archi-multimilliardaires d'avoir des mariages avec une fête comme j'ai vu. Pourtant, j'en ai fait. J'en ai fait et j'en ai refait des mariages, que ce soit en France et ailleurs, et des blindés. Et des... Mariage à 70 shekels à mana, ça danse du début à la fin, une joie dans l'atmosphère, que c'est un spectacle. Un spectacle. Baruch Hashem. Hein? Tu as vu toi aussi? On s'en fout. Alors, Zeperouch Adavar, Yetse, quand il est sorti, ils ont dit, mais qui est sorti avec lui? Eh bien, est sorti la lumière, est sorti la bénédiction, est sorti la protection. Ça, c'est le langage de Rashi. Rashi nous dit, fais attention, regarde qui est Yaakov. Il n'était pas comme Avraham et Yitzhak. Yaakov ne venait pas convertir les gens. Yaakov ne recevait pas les gens pour les conseiller. Yaakov ne se mettait pas au service du peuple. C'était juste un homme qui était en train d'étudier la Torah. Et Akadosh Baruch Hu vient nous faire comprendre une chose essentielle. Regarde ce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Regarde qui il est. On en avait déjà parlé dans la paracha de Vaera. Quand il dit, et s'il y a 10 tzadikim, pour 5 villes, ça veut dire 2 personnes qui étudient la Torah par ville. Si j'ai 10 à diviser par 5, ça fait une chavruta par ville. Ad Kadosh Baruch Hu, il dit, s'il y a 2 tzadikim qui étudient la Torah, disent les chachamim, je sauve toute la ville. Mashma Mikan, comme la Gemara nous l'enseigne dans Masechet Megillah, qu'est-ce qui va définir si une ville, c'est une ayara, un kfar ou une ir? Qu'est-ce qui définit ça? Ni le nombre d'habitants, ni, donc, domaine démographique ou géographique. C'est pas ça qui définit. Bravo! Im yeshna masara batlanim, c'est une ville. Quoi? Si le mec, il a une super grande ville, il n'y a pas de kollel, c'est considéré comme un village. Bidon. Tu prends un village, tu mets 10 personnes qui étudient dans un kollel, dit la Gemara, ça y est, c'est une ville. On appelle ça comment? Asara batlanim. Batlanim, ça veut dire 10 personnes qui sont détachées du monde matériel. 10 personnes qui vont étudier la Torah, comme on le voit avec Issachar, qui ne faisait rien d'autre que d'étudier la Torah, ou les Lévi'im, qui ne faisaient rien d'autre que d'étudier la Torah dans les Irmiklat, et Zvouloun qui le soutenaient. Voilà pourquoi la Torah nous dit, va Yetse Yaakov Be'ershava. Alors ensuite, il y a une suite à ça qui est magnifique. Les gens vont te dire, bon, en fin de compte, bon, t'étudies la Torah, mais à quoi ça te sert dans la vie? Ok? Ben, posez-vous la question, chers amis, comment se fait-il que, comment se fait-il que, quand tout est perdu, que sur le domaine rationnel et professionnel, on vous dit que c'est mort, il n'y a plus rien à faire, vous allez chez les tzadikim qui sont assis à rien faire de leur vie, à étudier juste la Torah. Comment se fait-il que vous allez les voir? Ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas ingénieurs, ils ne sont pas banquiers. Comment se fait-il que vous alliez les voir? Vient la paracha de cette semaine nous ouvrir les yeux sur un domaine, Béhémet, qui mérite toute notre attention. Yaakov Avinu n'a jamais travaillé jusqu'à l'âge de ses 63 ans où il quitta la maison de son père. Comme vous le savez, de 0 à 15 ans, il a étudié chez Abraham. De 15 ans à 63 ans, il a étudié chez Yitzhak. Et puis voilà qu'il va étudier maintenant chez Shem Ve'ever pendant 14 années. On pose la question, pourquoi est-ce qu'il a fait une chose pareille? Surtout qu'il a reçu l'ordre de ses parents, d'un côté de son père pour aller chercher femme, et du côté de sa mère pour fuir la colère de son frère Esav, qui avait peur de les perdre le même jour, car le jour de la mort de l'un sera le jour de la mort de l'autre, comme on le verra dans la paracha de Veïchi, 12e paracha du livre de Bereshit. Oufren, quelque chose de très intéressant. Pourquoi il est parti étudier chez Shem Ve'ever? Si un père demande à son fils de lui apporter un verre d'eau, et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok papa, il y va. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va au kollel. Je t'ai pas demandé d'aller étudier, je prends un verre d'eau. Tu à la cuisine. Va chercher une femme. Fuis-le. Et lui, il va là-bas. Pourquoi? 2 raisons à cela. La première que vient nous enseigner la Torah, c'est qu'avant de te marier, va bien étudier pour savoir comment gérer un couple.
comment Baruch Hashem, autre chose qu'un père qui donne à boire et à manger et un toit à ses enfants et à sa femme, comme le demande la Gemara. Pourquoi? Parce que pour ça, il n'y a pas besoin d'être juif. Ce qui va faire de toi un homme juif, c'est la spiritualité, la lumière, l'harmonie et le shalom que tu instauras dans la maison. Et donc pour ça, il faut étudier beaucoup de Torah. La deuxième chose que ça vient nous apprendre, c'est que lui, la Torah qu'il a eue, c'était une Torah de formation pour lutter contre le monde du Yetzer Hara intérieur. Mais le monde du Yetzer Hara extérieur, il n'était pas formé. La reine, étant donné que Shem avait vécu l'époque du déluge, de la débauche et de la vulgarité, eh bien, il lui fallait cette Torah-là. Et étant donné que Ever avait vécu le Dor Apelaga, la tour de Babel, il lui fallait être formé contre les gens qui étaient hautains, orgueilleux et qui luttaient contre Dieu. Parce qu'on a vu qu'à l'époque du Maboul, ils ne luttaient pas contre Dieu. Ils laissaient courir leur plaisir personnel. Mais à l'époque de la tour de Babel, ils ont lutté contre Dieu. Et ainsi donc, il lui fallait ces deux Torahs pour se confronter à la vie réelle. De là, on apprend que Béhémet, il y a deux Torahs qu'il faut connaître, celle de l'intériorité, duquel la Mishnah nous dit Aspanim la Geinam, ou Bosh Panim le Gan Eden. J'en ai fait un cours, on n'avait qu'à le regarder sur ce sujet-là. La semaine dernière, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire Aspanim? Non, début de semaine. Aspanim la Geinam, il faut avoir une force, une Torah de Hazout, d'effronter pour se mesurer à ce qui se passe dans les rues, aujourd'hui. Et puis, il y a une autre Torah qui est, par contre, faite pour celui qui vit à Bnei Brak, mais à Sharim. Quand tu vis dans un cercle fermé, cette Torah-là, elle est bien. Mais elle n'est pas assez puissante pour te protéger de l'assimilation si tu tombes de l'autre côté. On l'a vu à maintes reprises. Combien de Bachou Yeshivot qui ont découvert le cinéma, qui ont découvert... Bichlal, qui sont descendus 2-3 fois à Tel Aviv et qui, ça a été pour une découverte, donc ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils n'ont pas été armés d'une Torah de prévention par rapport à cela. Et c'est pour ça que Chachamim nous disent, il est parti chez Shem Ve'ever qui eux avaient une Torah de chutzpah, c'est-à-dire prêt à lutter contre cette effronterie que l'on peut rencontrer ou dans la vulgarité et autres. Un peu comme on voit aujourd'hui avec les chassidim et les mitnagdim. Les mitnagdim de la descendance de la philosophie et de la hashkafa du Gaon de Vilna sont sectaires, ils sont fermés. Ils vivent dans des endroits en général très fermés. Les chassidim, ils sont dehors. C'est-à-dire ils se confrontent à la vie de dehors. Mettre des tefilines dans une rue où tu as des filles qui passent, pas par c'est pas des mauvaises filles, juste qu'elles n'ont pas d'oseille pour acheter des jupes plus longues. Donc voilà, c'est un problème financier, je pense. C'est là. On va dire ça comme ça. Mais la reine, Masheken Me'anien, c'est que Yaakov Avinu va se confronter au rachat de cette paracha, j'ai nommé Lavan. Lavan est un arnaqueur, un tricheur, un menteur, un homme intéressé, mais surtout un sorcier, un homme impur. On ne peut plus impur. Et là, il va se passer quelque chose, un événement bizarre. Ce que va vivre Yaakov, ni Avraham, ni Yitzhak ne l'a vécu. Ils vont le vivre à des degrés différents et voire être récompensés. Je m'explique. Quand est-ce qu'on voit Avraham et Yitzhak se confronter à l'extérieur? On les voit avec Pharaon. Regarde un instant. Mais Pharaon va honorer Avraham. On le voit avec Abimelech. Mais lui, il va honorer Yitzhak. Tandis que Lavan n'honore nullement Yaakov. Et Yaakov, à la fin de cette paracha, alors qu'il va se confronter encore à une épreuve, celle de Esav, et puis ensuite la perte de Yosef, et sans parler du viol de Dina, eh bien, on va voir que Yaakov va être celui qui va se confronter aux épreuves de la vie extérieure plus que Bichlal, Avraham et Yitzhak. Et quel est le langage de la Torah? Regardez bien. Quand on continue la paracha de la semaine, on va voir que Yaakov Avinu, eh bien, va devoir travailler cette année. Quel rapport entre toi et le travail? Peut-être que tu as étudié la Torah. Il va réussir grandement et ressortir extrêmement riche. La Torah vient nous faire un clin d'œil, comme l'a enseigné le rabbi de Lubavitch, qui a toujours dit et mis en garde. N'ayez pas peur de mettre vos enfants dans des Talmudé Torah. Arrêtez avec vos bêtises. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Je veux qu'il fasse du chol, je veux te mettre du kodesh. Arrêtez ch'touyot. Arrêtez ch'touyot. Arrête avec ça. Mets-le dans un cheder qu'il apprenne la Torah jusqu'à l'âge de 20 ans. Et tu verras qu'à 20 ans, il pourra apprendre tous les métiers. Comme mon fils Yehuda, le Rav Yehuda, toute sa vie, il a fait que yeshiva. Et ensuite, il a fait, pour l'éducation et la psychologie, Torah Rishon. Comment on dit Torah Rishon en français? Diplôme. Hein? Licence. Première licence. Mais
Il posait la question, t'as pas ton bac, t'as jamais appris le chol? Il a dit non. Et pourtant, il a eu haut la main, je crois qu'il a eu 94 sur 100. C'est une des meilleures notes. À un tel point que je suis allé pour la remise des diplômes. Vous savez, le truc que tu jettes là-haut, là. Ouais. Et pourtant, il n'a jamais été dans une école laïque. Et ainsi, son frère, pareil, directeur de chantier. Et pourtant, il n'a jamais fait d'école laïque. C'est ce que dit le rabbi de Lubavitch. Il dit, mets ton fils dans la Torah, et tu verras qu'il aura un cerveau tellement aiguisé à l'étude, tellement, distinctif, qu'il va très vite apprendre le chol. Ce que les autres vont apprendre en tellement d'années, lui va l'apprendre très très rapidement. Et qu'est-ce qu'a fait le rabbi de Lubavitch? Pour le prouver, lui qui est né dans le Cheder, il n'a jamais fait d'école laïque de sa vie, il est venu à Paris, il est rentré à la Sorbonne, et il a sorti son doctorat. Et quand il est revenu à New York, il a dit, voilà, je vous ai apporté le doctorat. Mais pourquoi tu as fait ça? Il s'en est jamais servi. Hein. Il n'a jamais travaillé avec. Il a juste voulu prouver à tous ses élèves que celui qui avait confiance en la valeur de la Torah, eh bien, il pouvait sortir un doctorat avec une des notes qui a marqué d'ailleurs l'histoire. On en avait parlé là, il y a très longtemps, je ne sais pas si tu te rappelles. Il a eu la seule note en philosophie qu'on ne peut jamais donner. Professeur de philosophie, quelle est la meilleure note qu'on puisse donner en philosophie? Aujourd'hui, c'est 20. Alors, à l'époque, c'était pas 20. On donnait 19 sur 20 depuis toujours. Pourquoi? Parce que si tu donnes 20, ça veut dire que tu as fini la philosophie. À son époque, on ne donnait que 19 sur 20 pour la meilleure des notes. Tu confirmes? Et lui, ils lui ont mis 20 sur 20. J'ai entendu une histoire que plusieurs professeurs de philosophie se sont mis à lire ce qu'il avait écrit. Et ils ont dit qu'il faudrait lui mettre 21 sur 20. Il a dépassé. Mais d'où ça vient, ça? Il n'est pas philosophe. Comme l'avait dit l'autre, il n'y a que la poule qui est philosophe. Bon, il faut réfléchir à ce que je viens de dire. La poule qui fait les offres. Bon, ça, c'est pas grave. Oufren, qu'est-ce qu'il a fait le rabbi? Il a montré à tout le monde, avec son doctorat comme ça, quand il est arrivé à Brooklyn. Voilà, je vous l'ai amené le doctorat. Vous savez pourquoi? Mettez vos enfants à l'école où on n'apprend que de la Torah. Arrêtez de sous-estimer la Torah et de croire que sans le chol, l'homme ne peut pas s'en servir. La preuve en est. Aujourd'hui, vous venez tous me voir, alors que moi, j'ai jamais appris le chol. Et pourtant, j'en sais beaucoup plus que vous. Sur le domaine économique, on venait le voir. Le domaine politique, on venait le voir. Pas que lui, hein. Rabbi Moshe Deri Zatzal, on a retrouvé, à ce qui paraît, moi je ne les ai pas vus, mon frère me l'a dit, des documents de ministres de plusieurs pays, parce qu'il parlait à peu près 7 langues, qui lui demandaient des conseils. Mais si des conseils, lui, il était antiquaire à la base. Il pose une question sur les bijoux et les diamants. Qu'est-ce que c'est un bijou? A, B, C, D, E, F. Quel rapport? Quand tu as la Torah, tu as tout à l'intérieur. Et ça, c'est ce que vient nous dire un seul mot. Vayetse Yaakov. Tout le monde dit, oh, mais qui c'est qui est parti? Le parasite, celui qui servait à rien dans la société. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ils se sont rendus compte combien le monde orthodoxe apporte. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de vidéos où des capitaines, des commandants, des lieutenants, des généraux d'armée se rendent compte aujourd'hui plus que jamais de la valeur de la Torah. Plus que jamais. Ils ne se rendent pas compte. Et là, aujourd'hui, ils s'en rendent compte que Béhémet, la Torah, est une arme qui nous défend autant que ceux qui sont sur le front. Ils le demandent. Je vais raconter, quand je suis arrivé à la base, il y avait 500 commandos. Je sors de la voiture, il y avait Lionel avec moi d'ailleurs. Quelle est la première chose qu'ils m'ont demandé? Dvar Torah. Attends, pas de mec religieux, hein. Ils cherchaient une kippa pour le mettre sur la tête. Ah, Rav Twitou, Dvar Torah. On apportait combien de marchandises? Je sais pas, d'abord tu regardes ce qu'il y a dans le camion, après tu dis, bon, allez, fais, avant de partir, un petit Dvar Torah, c'est bon, t'es pas venu pour rien, hein. Ouais. Ils n'ont pas ouvert, ils sont tout de suite mis autour, Dvar Torah. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que la Torah Megen est à la Adam. La Torah, elle nous protège. La Torah nous apporte tellement de choses. Tellement de choses. Dans ce monde, mais alors après la mort. Triat Ametim, la résurrection des morts, n'appartiendra, le Chachamim nous disent, pas moi, que ou à celui qui a étudié la Torah, ou à celui qui l'a soutenue. Sinon, il reviendra en réincarnation pour avoir ce mérite. Yaakov, n'oublie pas qu'au lieu d'avoir des inquiétudes pour comment tu vas payer ton loyer, comment tu vas payer tes factures, d'abord, inquiète-toi d'abord de quel compte tu vas rendre à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, le jour où tu partiras de ce monde. Et quoi qu'il advienne, n'oublie pas un détail. N'oublie pas un détail. La meilleure façon de trouver du travail, c'est d'aller étudier. Et je finirai avec cette petite parenthèse qui est tellement sympathique. Ça arrive à tellement de gens. Quand tu cherches du travail, tu cherches. Tu vas en trouver, c'est facile. Va étudier la Torah. Dès que tu vas étudier la Torah, le Yetzirah ne veut tellement pas que tu t'assoies à étudier qu'il va te donner du travail pour que tu sortes.
C'est la meilleure façon de travailler. Des fois, tu as du temps libre. Le temps de libre que tu as, c'est pour que tu étudies la Torah. Vous verrez tout le temps. Tu vas voir un film, tu vas en boîte, tout ce que tu n'as ni fatigue et tu peux. On te dit, viens un cours de Torah, viens étudier la Torah, tu es fatigué, tu n'as pas le temps. Au cas où Rabbi, on t'appelle juste à ce moment-là. Ah, désolé, je serais bien. Mais on m'appelle, je dois partir. Parce que là où il y a des diamants, bien automatiquement, tout le monde veut prendre cette part extraordinaire qui fait briller l'obscurité dans laquelle nous vivons. La Torah, c'est tout. Qui aime chayenu beorech yamenu. Nous le disons tous les soirs. La Torah, c'est la mesure de notre longévité et la valeur de notre vie. Qui aime chayenu, c'est notre vie. Beorech yamenu, est notre longévité. La Torah sauve de tout. C'est dommage qu'il faut des guerres pour se rendre compte de la valeur de ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah et de ceux qui donnent leur vie pour sauver le pays. Mais sachez une chose, même ceux qui étudient la Torah donnent leur vie parce que leur vie est très précaire. Ils ne mangent pas ce que vous avez, ne vont pas en vacances comme vous, n'ont pas les mêmes Shabbats que vous, ils ont un petit peu de sirop. Leur vie est très difficile, c'est un choix, personne s'en plaint. C'est un choix. Mais quel Messirut Nefesh, eux, donnent à être assis plus de 8 heures par jour, à étudier des Gemarot où tu te demandes pourquoi la vache qui est rentrée dans le champ de l'autre et qui est tombée dans le trou, qui va payer par Arba Mezekim. Arba Mezekim, c'est les 4 points dommage. Ouais. Le mec, il a ni marguerite, il a pas de vache, il a pas de champ, il a pas de voisin, et il se prend la tête avec Rashi, Tosfot, Rishni, Macharonim, en train de se poser la question en 2023, qui doit payer? Est-ce que la vache, elle est mouard, pas mouard? Est-ce qu'elle est récidiviste, pas récidiviste? J'ai pas de vache, j'ai même pas un chien à la maison, que tu me prends la tête avec ta vache. Vous savez combien de Messirut Nefesh il faut à tous ces Avrechim qui sont assis et qui sont malheureusement dénigrés de la société et pas acceptés par des idéologies mensongères sur lesquelles la paracha du Sefer Torah nous dit Yetze Yaakov, regardez Rashi. Lui, il le dit en 3 mots et moi, je l'ai dit en un coup. Ken? Qui lui a dit de sortir? C'est ses parents. C'est marqué dans la paracha la semaine dernière à la fin. Ses parents lui demandent fuis, pars. Pars, c'est de Beersheba, pour fuir la colère de son frère. Et lui disent même où aller. Tu vas en Mésopotamie trouver femme dans la maison, c'est marqué dans la Torah, de Rivka. Ça veut dire de Lavan. C'est marqué. Chazak ou Baruch 1-0 là-bas au centre. Shachem Varech Etrem, Ousrout la Torah, qu'elle protège tous nos soldats et apporte un grand moment, une grande joie pour celui à qui nous avons fait ce Shiur Torah. J'ai nommé Hachem Atov pour son Yom Ledet sa mère des 71 ans, David Assouline Ben Yaakov, qu'on embrasse très fort. Kol Tuv Velitraot.